Salut Axel. Salut Laurent. Alors aujourd'hui, tu voulais nous parler de la conformité sociale. Voilà, je trouve que c'est un thème d'actualité. Alors, je voudrais d'abord citer certaines références et certaines sources, comme ça vous pourrez tous aller voir, lire, croiser les informations. Il y en a beaucoup, mais celles qui me viennent à l'esprit aujourd'hui sont les suivantes. Alors, il y a le livre d'un célèbre linguiste qui s'appelle Noam Chomsky, Chomsky, qui s'appelle Fabriquer un consentement, donc livre paru en 2019, qui parle de la manière dont les médias sont gérés par les puissances, en l'occurrence les États-Unis. Il y a les travaux, les réflexions de Solomon Asch, Solomon S-O-L-O-M-O-N-H, A-S-C-H, et notamment sa fameuse expérience dont je vous parlerai, qui a eu lieu en 1951. Au passage, je vous cite le livre d'Aldous Huxley qui s'appelle 1984 de 1947. Il y a bien sûr l'expérience de Stanley Milgram dans la même idée, qui a eu plus tard, je crois que c'est en 1960. Stanley Milgram qui était un élève de Solomon Asch. Voilà, de la même manière que George Orwell, qui a écrit 1984, était un élève de Aldous Huxley, qui avait écrit Le meilleur des mondes avant, une dizaine d'années avant lui. Donc tout ça va dans la même idée. Et enfin, les travaux d'Abraham Maslow, M-A-2-S-L-O-W, le psychologue qui a écrit notamment sur sa pyramide. Il écrit plusieurs fois, il n'y a pas eu une seule chose, mais entre les années 1940 et 1960. Il est mort en 1970, je crois, Abraham Maslow, psychologue américain. Donc tout ça, ce sont des bases. Alors, qu'est-ce que la conformité sociale? C'est simple comme définition. C'est un processus qui fait qu'un individu va s'adapter à un groupe. Voilà. Alors, comme on peut l'imaginer, ce processus peut avoir un versant positif ou un versant problématique. On s'en doute. C'est facile à démontrer. Quand un individu s'adapte à un groupe dans une classe, par exemple à l'école, pour apprendre, on peut supposer que c'est plutôt positif pour qu'il n'y ait pas le bazar dans la classe, il s'adapte aux règles, aux codes, etc. On peut pas, à contrario, donner l'exemple du nazisme ou de toutes les dictatures dans lesquelles des populations peuvent s'adapter à des dirigeants voilà, qui vont promouvoir des façons de gérer le social qu'on peut questionner. Alors, je vais vous raconter, pour ceux qui ne la connaissent pas, l'expérience de Solomon Asch, et ensuite on fera des liens avec la méthode IFS ou la réflexion IFS, pour ceux qui prennent pour la première fois ce type de YouTube, Internal Family System, qui est une méthode de psychothérapie proposée par Richard Schwartz, S-C-H-W-A-R-T-Z. Vous aurez des liens, peut-être en bas de la vidéo, vous pourrez aller voir. Alors, qu'est-ce que c'est que l'expérience de Solomon Asch, qui a eu lieu en 1951? C'était un psychologue social américain. Elle est extrêmement simple, vous allez voir, et elle est extrêmement troublante, très troublante, parce qu'elle est très simple. Solomon Asch a pris des groupes de jeunes gens entre 17 et 25 ans, par groupe de 7 ou de 9. Et sur les 9 étudiants pris, ou 9 jeunes gens, il y avait 8 personnes qui étaient dans la combine, on va dire, du test, et une personne qui était testée, sans le savoir. Chaque fois, même s'il y en avait 7 ou 8, il y avait seulement une personne testée. Les autres avaient un rôle à jouer. Voilà.
En quoi consistait le test? Il est très simple. Sur une feuille, un écran, du côté gauche, il y avait une ligne horizontale d'une certaine dimension, et du côté droit, 3 lignes horizontales de dimensions différentes. Et il s'agissait de comparer la ligne de gauche avec les 3 lignes de droite et de repérer l'identité. En quoi la ligne, avec laquelle des lignes de droite, celle de gauche était identique. Il y avait une seule réponse possible. Donc, quand le premier test a été fait en termes de comparaison avec des gens n'étant pas manipulés, on va dire, hein, et évidemment, 99,99% des personnes repéraient tout à fait l'identité des lignes. Entre celle qui était à gauche, seule, et il repérait tout à fait laquelle des lignes de droite était la même, en termes de dimension, hein, tout simplement. Juste une question de dimension, pas de couleur, rien de dimension. Donc oui. Et ensuite, il a utilisé les acteurs et la personne testée, et il a demandé aux acteurs, dans un premier temps, de donner la bonne réponse, et au bout de 6 ou 7 tests, avec plein de lignes, hein, il y avait des séries comme ça, de donner des réponses inadéquates. Enfin, voilà. Donc, pendant les 6 premières réponses, les acteurs donnaient la bonne réponse, après 6 premiers moments de test. Voilà, il y avait des séries de lignes comme ça. Alors, la 7e personne, le testé, répondait bien également. Et à partir de la 7e, 8e réponse, 8e test, on va dire, de ligne, les acteurs savaient qu'ils devaient répondre ce qu'ils devaient dire, qui était une fausse réponse de conformité de ligne. Et évidemment, vous vous doutez de la suite, dans environ 38% des cas, quand même énorme, la personne testée a admis, qui répondait toujours en dernier, hein, volontairement, dans le test, eh bien, s'adaptait à la fausse réponse, c'est-à-dire disait que 2 lignes étaient identiques alors que sur le plan visuel, c'est extrêmement net qu'elles n'étaient pas identiques. Vous voyez, imaginez une ligne de 4 cm et la personne était capable de dire qu'elle était identique à une ligne de 6 cm. Il dit oui, c'est pareil, c'est la même. C'est là que c'est identique. Avec les autres, non. Dans 38% des cas. Et dans 75% des cas, le testé donnait au minimum une réponse identique, une réponse fausse identique, s'adaptait. Dans 38 des cas, le testé répondait faux, enfin, à chaque fois, elle s'adaptait à chaque fois hein, dans la suite des réponses, dans la suite des questions, complètement adaptée, donnait chaque fois les fausses réponses en étant OK avec le groupe. Et dans 75% des cas, au minimum une fois, s'adaptait complètement à une réponse complètement fausse. Donc, ce test a été confirmé hein, plusieurs fois hein, dans ce que j'ai lu. Alors, intéressant, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une plasticité de l'adaptation sociale. Et pourquoi j'ai ramené la pyramide de Maslow? Parce que dans la pyramide de Maslow, hein, qui a été aussi beaucoup critiquée, donc laissons tomber l'aspect pyramide, mais il y a une liste des besoins, et dans la liste des besoins, il y a notamment le besoin d'appartenance. Par contre, là, personne ne contredit le fait que c'est l'un des besoins humains. Le besoin d'appartenance, c'est quoi? C'est simplement le fait que chacun d'entre nous sente nécessaire l'idée d'être dans un groupe, quel que soit ce groupe, hein. Un groupe famille, un groupe collègue, un groupe amis, un groupe politique, etc., etc. Voilà. Un groupe d'amis Facebook, etc., etc. Il y a une espèce de besoin d'appartenir à des groupes. Et ce test révèle, pour moi, l'impérieux besoin d'appartenir et qui est corrélé avec l'inquiétude de l'exclusion et de la différence d'avec le groupe.
Bon, seuls 38% des gens s'adaptaient. Donc ça veut dire que d'autres ne s'adaptaient pas, et dans ceux qui ne s'adaptaient pas, on va commenter. Pourquoi je croise avec le livre de Noam Chomsky? Parce que le livre de Noam Chomsky, qui est un gros pavé, analyse avec précision comment un État peut paramétrer la conformité sociale, c'est-à-dire la pensée d'un peuple quant à sa vision d'une guerre. Vous lirez le livre, il est très complexe et très argumenté, mais entre autres, Noam Chomsky décrit, en utilisant les journaux de l'époque, etc., euh, comment dire, un chemin vers une guerre qui était vu comme pas intéressant par un peuple a pu être vu comme utile, voire positif par un peuple, après que ce chemin ait été paramétré par les médias, sous la direction des gouvernants. C'est très clairement décrit dans ce livre de Noam Chomsky. J'ai évoqué Stanley Milgram, parce que Stanley Milgram a également fait un test, là vous le connaissez plus, pour la plupart d'entre vous, hein, c'est un test relatif cette fois-ci au pouvoir, non pas du groupe, mais au pouvoir de la blouse blanche, au pouvoir de l'autorité. C'est un test, je le résume très brièvement, dans lequel les testés étaient invités à envoyer des charges électriques à des acteurs, ils ne savaient pas que c'était des acteurs, quand ils donnaient de mauvaises réponses à un questionnaire. Et il s'est avéré qu'un grand pourcentage de testés, sous la demande d'une autorité symbolique, un médecin, un faux médecin, un faux testeur, un faux scientifique, étaient prêts à quasiment tuer l'acteur juste parce qu'on leur cautionnait, on leur demandait de le faire, ils pouvaient y aller. On leur donnait la permission d'aller jusque-là au niveau de l'impulsion électrique. Ça, c'est Stanley Milgram, c'est un peu plus tard. Voilà. Alors, comment voir ça sur un plan psychologique? Alors, la première façon de le voir, on l'a dit, c'est le besoin d'appartenance. Ça prouve, enfin, ça tend à prouver à quel point nous sommes fragiles dans nos besoins, à quel point nous sommes dépendants de nos besoins, et notamment de certains besoins. Zoom, notamment le besoin d'appartenir. Donc c'est important parce que ça vaut le coup de se questionner sur notre besoin d'appartenance quand nous prenons des décisions, quand nous réfléchissons, quand nous donnons des opinions. Voilà. Comment l'IFS pourrait voir ça, cette méthode de Richard Schwartz, qui résonne en termes de sous-parties internes? Eh bien, je vous donne un avis. Pour ceux qui connaissent l'IFS, ça va être plus clair. Pour les autres, vous allez découvrir. C'est que nous avons à l'intérieur de nos systèmes des parties blessées, des parties fragiles, des ressources et des systèmes de protection. Eh bien, il est très probable que certains éléments de nos systèmes internes nous protègent de certains dangers. Et ils sont mis en place pour nous protéger de blessures qui pourraient advenir. Quelle blessure? Par exemple, la blessure du rejet, la blessure du jugement de la part de l'autre, la blessure de l'agression, voire la blessure carrément du risque du meurtre, d'être tué, d'être emprisonné. Tout ça, ce sont des dangers. Donc nous avons besoin de nous protéger de tout ça. Et il est probable que nous mettons en place des protections internes et externes. Selon moi, il est très probable que nous avons tous à l'intérieur de nous un système de protection qui est vigilant dans le domaine de l'appartenance. Et que dès que nous détectons qu'il y a un risque d'être éjecté d'un groupe d'appartenance, notre système de protection peut se mettre en route pour nous réintégrer dans le groupe, même si le prix à payer est de devenir aveugle sur l'identité de 2 lignes sur un mur. À mon avis, il s'agit d'un système de protection qui veut notre bien et qui veut que nous soyons acceptés, admis, inclus.
Et ce système de protection est prêt effectivement à nous rendre sourds, aveugles au réel et à nos perceptions internes. Ça va très loin parce que je pense que des enfants qui peuvent être maltraités, ça concerne aussi ce domaine, hein, sont capables, avec ce système de protection, pour maintenir leur appartenance dans la famille, pour rester au sein de la famille, sont capables malheureusement même de nier des perceptions de maltraitance, sont capables de nier euh, les processus de responsabilité, de défendre leur bourreau. On voit jusqu'où peut aller le besoin d'appartenance et de lien. Donc je voulais, alors dans le système IFS, il y a des protecteurs. S'il y a des protecteurs, c'est parce qu'il y a des risques, hein, externes et internes. Et à mon avis, la sensation du risque d'exclusion, il est probable qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous des zones extrêmement fragiles avec le risque d'éloignement et d'exclusion. Et il est possible que ces zones aient été créées très très tôt pour chacun d'entre nous, probablement à la naissance. Certains psys, d'ailleurs, évoquent l'idée du traumatisme de la naissance, qui est déjà une première séparation. Et je me demande si l'enfant, très tôt, qui n'a pas encore toutes les compétences mentales pour gérer la temporalité, n'est pas dans les débuts de sa vie dans une espèce de maelstrom où le lien, pour lui, est sans cesse rompu dès que la mère n'est plus à côté de lui. Hein. Où est-elle? Puisque un bébé est souvent dans son berceau. Où est-elle? Où est-elle? Et je me demande s'il n'y a pas un fardeau basique autour de la crainte d'être abandonné, séparé, et donc de perdre ce lien d'appartenance à l'autre. Et je me demande si les protections qui sont mises en place concernant le domaine de l'appartenance ne démarrent pas déjà de là. Et ça expliquerait pourquoi c'est si puissant. Voilà. Donc tout ça peut nous faire réfléchir, y compris à ce qui se passe actuellement en 2020-2021, toute cette affaire qu'on connaît tous, et des besoins d'être conforme, des nécessités d'être conforme, au lieu de aller s'informer, parce que l'inverse de la conformité spontanée et de la protection, c'est la présence du self qui va nous inviter à nous informer sur le réel, tous azimuts, afin d'avoir une opinion personnelle, argumentée et organisée sur le réel. Voilà. Donc, je me demande si l'antidote de tout ça ne serait pas, entre autres, et deux choses, deux antidotes, l'information sur le réel et la connaissance de la psychologie humaine. Voilà pourquoi je voulais apporter ces éléments. Bon, et si tu as une première réaction sur tout ça, Laurent, ça m'intéresse pour faire une pause pour les auditeurs en même temps. En fait, ce que je me disais, j'aime beaucoup ton exemple du bébé avec sa mère. Moi, ça me parle beaucoup. Je me disais, quelle serait la distinction entre peut-être une dépendance, parce que là, c'est une personne, et quelque part, une dépendance avec le groupe social. Je suis Oui, pas convaincu que la mère fasse un groupe social quand même. Toi, là, il y a alors, peut-être un point là-dessus. alors voilà un aspect psychologique que je vais rajouter grâce à ce que tu dis. C'est que toi et moi, nous faisons la différence entre la mère et un groupe social. Toi et moi, oui, parce qu'on a un cerveau qui nous permet de faire la différence.
toi et moi, on sait compter. On sait que 1 et 2 et 4 ne sont pas la même chose. Un enfant qui a 3 mois, 2 mois, 1 mois ne sait pas compter. Et je ne suis pas persuadé qu'il fasse la différence entre sa mère et le monde. D'ailleurs, je dirais même l'inverse. Je suis modeste en disant ça, parce qu'en fait, je sais, dans les études qui sont faites sur les enfants et les petits, que l'enfant tout petit ne sait pas faire la différence, ne fait pas clairement la différence entre le monde avec un grand M et sa mère. D'ailleurs, quand il est d'ailleurs dans le ventre de sa mère, encore pire, peut-il faire la différence entre sa mère et le monde extérieur, entre guillemets, à lui? Je pense que non. Donc, ta réflexion est juste, mais c'est une réflexion qui émane d'un cerveau qui comprend, qui analyse, qui segmente, qui veut additionner, soustraire, ce qui n'est pas le cas du cerveau d'un enfant à ce niveau-là. Donc, je crois qu'au contraire, malheureusement et heureusement, pour un enfant, dans les tout débuts, la mère, c'est le monde. Et donc, la mère, c'est le groupe. Il n'y a pas de différence. Ça n'a pas de sens de distinguer un individu et le groupe pour un enfant, de mon point de vue. Et je rajouterai encore un élément complémentaire qui le confirme, c'est que la mère contient en elle l'histoire du groupe. La mère contient en elle l'histoire de la société. La mère, par exemple, parle français. Mais c'est le langage de la mère ou le langage de sa société? Tu as la réponse dans la question. Ce n'est pas que le langage de la mère, c'est le langage de la société qu'elle parle à l'enfant. Donc, je crois que je pense qu'il n'y a pas de différence, tu vois, Laurent. Pour un petit, il n'y a pas de différence entre la mer et le monde. Voilà. Donc en fait, ce qui me vient là, c'est que ce petit, il est en mode survie finalement avec sa maman. C'est-à-dire que Oui, c'est comme s'il était déjà écrit en lui que ce lien social, c'est être en relation avec maman, oui, c'est une condition de survie, oui, et que finalement, cette programmation reste après. oui, Ma condition de survie, c'est d'être en lien avec le social, avec les autres. oui, oui. C'est la croyance que j'ai en tant que psychologue, psychothérapeute, ayant lu des centaines de bouquins dans ce domaine et pratiquant depuis 34 ans. C'est la croyance que j'ai, effectivement, qui peut être erronée, hein. Mais bon, voilà, je cite juste mon parcours pour souligner que c'est une croyance basée sur une pratique ancienne. Et voilà. Mais oui, tout à fait, je valide ce que tu dis. Oui, je crois. Alors, Voilà. quel serait l'intérêt finalement pour un adulte de sortir du groupe, d'avoir sa propre pensée, d'être en marge? D'ailleurs, il y a des ermites qui sont en marge du groupe. Mmh. Finalement, quel intérêt de ne pas être dans la meute? Ou quel intérêt d'être... c'est ces questions qui me viennent. Est-ce Eh qu'on ne se oui. fait pas du mal à ne pas être dans la meute? Oui, moi j'adore ta question parce que c'est une question qui ouvre beaucoup de perspectives, hein. J'adore ce genre de questions. C'est quel intérêt à ne pas rester dans l'appartenance, quel que soit le prix à payer, hein. Bah moi, pour la réponse, je vous invite à lire les deux livres, celui d'Huxley et celui d'Orwell. Je dis vous, hein, je ne m'adresse pas à toi, mais à tous ceux qui écoutent, hein, parce que vous aurez des réponses là-dedans, hein. Euh, et notamment une des réponses, c'est que, c'est ce qu'on voit dans le livre d'Huxley, par exemple, dans le meilleur des mondes, c'est que la notion de créativité n'existe pas si on ne sort pas de temps en temps de cet espace d'appartenance codé. Et codé et, je précise quand même, codé et, on va dire, spontané, non réfléchi. Parce qu'on peut entrer dans une appartenance de manière volontaire, stratégique et parcellaire et temporelle. Ce n'est pas du tout la même chose qu'entrer dans une appartenance par peur, par protection,
par ignorance. Attention, hein, moi je ne négativons pas l'appartenance. Ce qui est négativé là, ce n'est pas l'appartenance, c'est le fait d'entrer dans une appartenance de manière compulsive, ce qui n'est pas du tout pareil. Hein. Je peux décider d'appartenir à un groupe de joueurs de ping-pong. Ah, j'ai envie de faire du ping-pong, voilà, je suis parti en groupe, on se rencontre, pas de problème. Voilà. Par contre, si j'adhère à un groupe de manière compulsive, indépendamment du réel, indépendamment de mes opinions, écrasant mon individualité, mes opinions et écrasant le réel, là, ça devient problématique. Donc, quel est l'intérêt pour répondre à ta question? L'intérêt, c'est d'ouvrir la créativité. Le deuxième intérêt, c'est de rester en phase avec le réel. Car, de toute façon, in fine, c'est toujours le réel qui a le dernier mot. Sauf selon Orwell. Parce que Orwell a une vision extrêmement pessimiste, malheureusement, de ce type de choses. Le livre finit pas très bien, quelque part. Et il conclut que ce n'est pas le réel qui a le dernier mot, mais que c'est le conditionnement qui a le dernier mot, qui peut avoir le dernier mot. Voilà. Donc l'intérêt, c'est ça. C'est, j'ai envie de dire, si on suit Maslow, l'intérêt, c'est d'avoir un individu intégral. Parce que dans la pyramide de Maslow, le quatrième étage, au-delà de l'appartenance, selon lui, ça répond à un besoin qui est le besoin de se sentir spécifique, unique, différent, original, d'être un individu. Et le cinquième étage, le besoin d'épanouissement, où on peut exprimer son originalité et sa créativité en plus. Donc l'intérêt, ce serait d'être un être complet, plus que d'être un clone dans un groupe. C'est ce qui se passe dans le livre d'Huxley, dans Le meilleur des mondes. Il n'y a que des clones. Et donc, on ne peut pas considérer les êtres qui sont dans le livre d'Huxley comme des humains. Ce sont des robots de chair. Parce que quelle différence entre un robot et un humain? C'est que le robot, lui, il peut être fabriqué à l'identique. On ne lui demande pas son avis. Il a une tâche et il est, entre guillemets, payé pour cette tâche. Ou je dirais plutôt, il est non payé pour cette tâche. Et ce qui spécifie l'humain, de mon point de vue, en dehors de la capacité d'appartenir, qui est une capacité humaine importante et positive, c'est la capacité à quitter les appartenances. C'est la capacité à faire des erreurs, c'est la capacité à faire des expériences originales, et c'est la capacité à dire non, ce que ne peut pas faire un robot. Voilà l'intérêt de se mettre en marche, ce qui me vient à l'esprit en tout cas. Comment tu réagis à ça, Laurent? J'ai l'impression en fait qu'il y a comme un mouvement entre un équilibre à trouver entre l'appartenance du groupe et l'unicité de la personne, mon unicité Oui, finalement. Qu'est-ce qui fait moi exactement, en lien avec le groupe, hein. Mais que exactement. si je deviens un ermite, je suis extrême. Si je me fonds dans la masse, je suis extrême. C'est ça, exactement. On ne peut pas dire mieux. Je pense que la santé d'un humain, c'est sa capacité à jongler entre l'appartenance dans des groupes et sa capacité à s'individuer, à se différencier et à avoir sa pensée propre et à sans cesse danser entre... et alors, les groupes d'appartenance, parce que c'est toujours, comment dire, à vérifier quand quelqu'un se fiche dans un seul groupe d'appartenance. Il y a quelque chose qui peut être suspect quand quelqu'un se fiche dans un seul groupe d'appartenance et ne peut pas en sortir.
Parce que être dans un groupe d'appartenance un certain temps, par choix, y prendre tout ce qu'on a besoin d'y prendre, y donner tout ce qu'on a besoin et envie d'y donner, c'est génial. Mais être figé dans un groupe d'appartenance, ça pose question, hein. C'est plutôt ça. Donc j'aime bien cette idée que tu évoques et que tu complètes, l'idée voilà, de dynamique, d'entrer, de sortir, questionner, euh, critiquer, euh, absorber, tous les potentiels. Voilà. Et le gros danger dans ce domaine-là, ce qui est très complexe et difficile, il y a aussi une autre dynamique, hein, c'est que c'est vraiment le thème de la manipulation des groupes qu'il y a derrière tout ça que je questionne, hein. Puisque tout groupe, tout individu peut être manipulé. C'est ce que nous montre l'expérience de Maslow, hein, de Solomon Asch, hein. C'est que tout individu peut être manipulé si on connaît bien les besoins. On voit ça dans le marketing. Qui n'est pas convaincu maintenant que le marketing est un moyen de manipuler le consommateur? C'est une banalité, ce que je dis, hein. Donc, nous pouvons tous être manipulés. Et donc, l'idée est d'éveiller notre attention à la manipulation, car elle existe. Elle existe. Le marketing, c'est de la manipulation pour que le consommateur achète. Et l'engineering social, c'est aussi de la manipulation, mais cette fois-ci à un niveau plus grand, pour manipuler des masses, pour leur bien, point d'interrogation. Parfois oui, et peut-être parfois non. C'est important que ceux qui écoutent ça sachent que ça existe. Donc, nous sommes des êtres fragiles, manipulables. Et donc, c'est intéressant d'avoir une vision, comme tu dis, parfois dézoomée, et regarder où tout cela nous mène. Si je rentre dans ce tunnel d'appartenance, de discours commun, dans cette direction, ça me mène où? Tiens, voilà. Voilà comment je complète aussi par rapport à ce que tu dis. Qu'est-ce qui te vient pour qu'on construise ensemble une conclusion autour de ça, hein? Là, je me disais d'où vient cette manipulation en fait? Est-ce que c'est parce que j'ai pas l'impression que ce soit tout le groupe qui d'un seul coup va rentrer en manipulation au début, que c'est mais pas forcément non plus une seule personne peut-être, que d'un seul coup il y a peut-être un faisceau. Si on fait un lien avec l'IFS, peut-être que ça pourrait être une sorte d'irradiation ou de contamination de fardeau ou de part extrême ou d'exilés. Je ne sais pas ce que tu peux en penser là-dessus, qui d'un seul coup se contaminent avec des protecteurs qui sont très actifs, très inductifs, et qui vont finalement commencer pour leur propre intérêt à contaminer le groupe. Est-ce qu'il y a un truc par là, à ton avis? Je pense que oui, il y a un truc par là. Je pense qu'on est très très nombreux à avoir des protecteurs similaires. Et quand des protecteurs similaires se rencontrent, ils se serrent la main et ça rend la chose beaucoup plus puissante, évidemment. Ça, c'est un premier point. Et puis, tous les groupes, toutes les sociétés sont organisées en système euh, absolument pas horizontal. Il y a toujours des pyramides, des hiérarchies et des phénomènes de prise de pouvoir. Je renvoie, pour ceux que ça intéresse, d'approfondir un livre comme celui qui s'appelle Structure et dynamique des organisations et des groupes, qui a été écrit par Eric Berne, le fondateur de l'analyse transactionnelle en 1960, donc ce livre. Et c'est un livre qui décrit, parmi plein d'autres, hein, mais celui-là, comment effectivement la conformité sociale et peut être gérée parce que les individus ont besoin de se sentir valorisés, validés, pas uniquement appartenir, et ont besoin d'avoir du pouvoir, de sentir qu'ils en ont, de sentir qu'on ne le leur retire pas, ont besoin de le garder,
parfois de le faire grandir. Et ce thème du pouvoir, qui est incontournable, croise le terme de la conformité sociale également. Donc, la conformité sociale, à mon avis, est d'autant plus, c'est un thème d'autant plus délicat, d'autant plus risqué que les systèmes de pouvoir sont puissants dans une société. D'autant plus que quand la peur est présente. Plus la peur est présente, plus la conformité sociale est présente. Je crois que dans les tests similaires qui ont été faits à de Solomon H, vous vérifierez, mais il me semble que plus le groupe d'acteurs est grand, plus la personne se plie. S'il n'y a que 2 personnes, un testeur, un testé et un acteur, c'est pas si évident pour que les personnes se conforment. Par contre, si, j'ai vu ça dans le test, si l'acteur prend une voix autoritaire, sûr de lui, pour dire c'est ça les 2 bonnes lignes, bizarrement, l'autre va s'adapter beaucoup plus. Et si le groupe est très grand aussi, s'il y a 50 personnes, 50 acteurs et un seul qui n'est pas acteur, bizarrement, il va s'adapter beaucoup plus aussi. On voit ça dans les phénomènes de foule, où plus il y a du monde, moins il y a d'intervention pour aider quelqu'un qui se fait agresser. Hein, c'est une foule de 100 personnes, qui est une personne qui se fait agresser quelque part. La tendance de chacun est de se dire quelqu'un d'autre va intervenir. Et alors, donc cette conformité sociale est puissante. Et elle diminue s'il y a que 3 personnes dans la même situation. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui jouent sur la conformité sociale. Hein. L'effet masse, l'effet autorité, l'effet peur, etc. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment à surveiller, cette conformité sociale. C'est une zone extrêmement fragile chez chacun d'entre nous, et qui peut nous faire dire et même penser des choses complètement erronées, juste pour entrer dans cette conformité qui est une espèce je dirais de fragilité. C'est un potentiel, mais c'est aussi une énorme fragilité.